Les plus vieux éléphants du Siam s'en souviennent encore. Il fut un temps où, à perte de vue, il n'y avait que des arbres. Et depuis 10 millions d'années, la même forêt touchait le même ciel. Les créatures de la jungle n'en avaient jamais connu d'autres pour décor de leur enfance. Du golfe du Bengale à la mer de Chine méridionale, de l'équateur au tropique du Cancer, la forêt courait, sans jamais rencontrer d'adversaire à sa mesure. Elle s'éployait sans limite, elle dévorait l'espace. Elle coulait le long du fleuve Tenasserim comme elle escaladait la cordillère du Tanen Tongdan, qui sépare la Thaïlande de la Birmanie. Nulle crainte, menace, présage, ni prescience. Ce temps était léger. On l'appelle innocence. Mais en un seul siècle, divisée, morcelée, fragmentée, la forêt se réduisit à un archipel vert. Il n'en resta que des îlots que la progression des hommes rognait chaque jour davantage. Mais surtout, l'éléphant, le gibbon ou le banteng ne pouvaient plus rejoindre leurs cousins, naufragés sur un autre îlot de forêt verte, par-delà les routes ou les villes. Il était bien brisé, le grand tout par quoi ce monde, un jour, avait commencé. Pourtant, en chaque parcelle de forêt éclatée, était appelé à survivre un peu de l'innocence originelle. Ce soir-là, quelque part au pied des monts Tanen Tongdan, une tigresse s'est isolée. Sous la lune qu'elle a voulu pour complice et à laquelle elle devra son nom, Prajan, elle a donné le jour à son premier bébé. C'était il y a 1 heure. Cette nuit-là, Prajan l'a attendu près de 4 mois, quand normalement la gestation d'une tigresse ne dure qu'une centaine de jours. Son bébé s'appellera Kumpa, mot qui évoque le mois au début duquel il a été conçu, février. Pour l'instant, Kumpa ne verra rien de la lune, ni des étoiles, ni de sa forêt natale. Il est encore aveugle. Et il le restera les 15 premiers jours de sa vie. C'est pourtant l'heure à laquelle s'activent déjà parfaitement clairvoyants ceux qui forment le peuple de la nuit. Si lent qu'on pourrait le confondre avec l'arbre qui lui sert de territoire, voici le loris paresseux. Sur chaque branche, ses yeux détectent un suintement de résine à lécher, un insecte à croquer. Le binturong, petit carnivore apparenté à la civette, fréquente le même arbre, au-dessus de Prajan, la tigresse que les sortilèges de la nuit sauront encore surprendre. Alors que Kumpa a déjà découvert comment s'alimenter, des frissons parcourent le flanc de sa mère. Prajan devrait se sentir libérée, mais elle devine que sa tâche n'est pas achevée. Bientôt, de timides contractions remplaceront, au creux des reins, ses premiers tremblements. C'est comme s'il frappait à la porte un retardataire intimidé. Trop discrètement pour qu'on l'entende.
Tcha, celui qui arrive en retard, n'a eu que le temps de naître et déjà sa mère se désintéresse de lui. Elle devrait couper le cordon ombilical mais ne s'en soucie guère. Tcha, mal né, mal léché, n'aura eu droit qu'à quelques coups de langue comme passeport pour entrer dans le monde des tigres. C'est à Kumpa que la tigresse réserve ses instincts maternels, comme si son autre fils, si fripé, si fragile, ne méritait pas qu'elle gaspille ses faveurs. Le croit-elle mort-né? Tcha tire de toutes ses forces, mais rien n'y fait. Quelque chose l'entrave, qui lui interdit d'accéder à la mamelle et l'exclut de toute tendresse. Prajan se prépare à se lever. Tcha risque d'en mourir, étouffé sous 250 kilos de muscles. De là viendra aussi sa chance, car le nouveau-né se retrouvera bientôt suspendu en l'air, faisant céder le cordon sous son propre poids. Tcha aura été, pourrait-on dire, libéré par inadvertance. Alors que la tigresse complète la toilette de Kumpa, Tcha, tombé un peu à l'écart, ne renonce pas à vivre. S'il ne peut voir sa mère si proche, il peut au moins la sentir. Et son instinct lui dit que le salut, s'il doit venir, n'aura pas d'autre odeur que celle-là. Prajan enfin se rappelle qu'elle a 2 fils. D'un simple coup de dent, Prajan signe l'acte de naissance de son fils, brusquement désentravé. Pour Tcha, la vie commence vraiment. Le reste n'était qu'un prologue. Prajan doit protéger sa famille. C'est pourquoi elle enfouit ses bébés sous des feuillages qui les dissimuleront au regard d'un éventuel prédateur. Certaines vies, comme celle de Tcha, qui se remettait à peine des épreuves subies depuis la naissance, commencent décidément dans l'adversité. Prajan doit reprendre des forces. Le placenta dont elle mange les lambeaux contient des protéines et des hormones qui lui seront bénéfiques. En les faisant disparaître, elle supprime par la même occasion les odeurs susceptibles de signaler la présence des nouveau-nés. La tigresse s'allonge enfin près de ce fils né pour survivre. Tandis qu'à son tour, Kumpa se retrouve coincé sous les membres d'une mère novice, encombrante et si lourde. La voie s'est dégagée vers la mamelle offerte. Sans l'avoir jamais appris, Tcha sait qu'à cette source jaillit la force. Cette force sans laquelle nul ne peut vivre dans la forêt des tigres.
Ici, la voix des torrents, comme le murmure des rivières, parle du temps qui passe. En Asie du Sud-Est, l'eau n'est pas une denrée rare, mais son degré d'abondance marque les saisons. Nous sommes en mai. Dans cette région du monde, c'est la saison qu'on appelle sèche, mais cela signifie seulement que l'eau coule sur la forêt sans la submerger. Plus tard viendra la mousson, mais c'est une autre histoire. Un éclair d'or qui frappe les cimes et les branches. C'est le gibbon-lard à bonnet. On devrait dire à cagoule car toute la face est sombre, de même que le poitrail. Bien que privé d'une queue préhensile qui constituerait un bras supplémentaire, le gibbon est un acrobate, l'un des plus agiles des forêts tropicales. Une femelle, reconnaissable à sa robe claire, observe les alentours de son domaine. Chez les gibbons-lards, le mâle, lui, arbore un pelage noir. Chez les gibbons, aussi doués pour le chant que pour l'acrobatie, tout est prétexte à donner de la voix. L'imminence d'un danger, l'arrivée de la pluie ou une simple rencontre. Les différentes espèces et sous-espèces de gibbons se distinguent par un chant caractéristique. Par le style de ses vocalises, un individu indique même l'identité du clan auquel il appartient. Après avoir chanté, il convient d'écouter. Les sons qui s'élèvent de la canopée offrent aux auditeurs la gazette de la forêt. Tout y est dit. L'irruption d'un léopard ou le mouvement d'une harde de cerf, l'agonie d'un buffle, aussi bien que l'appétit des vautours. En contrebas de la montagne s'étale une zone de savane que l'avarice du ciel, ces derniers temps, a un peu asséchée. C'est le domaine choisi par Wan, l'éléphante, pour y mener aujourd'hui sa troupe itinérante. Wan est âgée d'une quarantaine d'années. C'est une jeune matriarche, mais son autorité s'impose à tous. Elle est la mémoire et la sagesse du groupe. La troupe progresse vers la rivière et la proximité de l'eau, promesse de bonheur, excite les plus jeunes, dont le pas s'accélère. Après le bain, chacun s'asperge de poussière et de boue qui opposeront aux rayons du soleil, une fois séchés, un bouclier d'argile.
Juan s'attarde au bord du plan d'eau. Elle ne sera désaltérée que lorsque 80 litres d'eau seront passés de sa trompe à sa bouche. Juan règne sur une vingtaine d'individus. Tous obéissent à la moindre impulsion qu'elle communique au groupe. Il est temps à présent de se replier vers les contreforts des collines, où les éléphants brouteront jusqu'au coucher du soleil. Un ciel si lourd, des herbes d'un vert si tendre, rien ne pourrait le laisser croire, mais à quelques kilomètres de Juan, l'éléphante, l'eau s'est raréfiée, au point qu'un filet clair entre des galets se transforme en banquet. Du ciel, les pigeons qui se rassemblent en nuées denses sont les premiers à repérer entre les pierres le miroir brisé auquel on pourra s'abreuver. Leur fébrilité semble annoncer le puissant, le colossal fantôme qui surviendra bientôt. Le voici. Le gore, parfois appelé bison d'Asie, le plus grand des bovidés et l'un des plus dangereux. Ni le tigre ni le léopard ne s'attaquent à ce géant qui peut les tuer d'un seul coup de corne. Dans un instant, le gore déplacera ses 1000 kilos de muscles et d'os vers la forêt ombreuse, à flanc de montagne, où il passera les heures les plus chaudes du jour. Le tapir d'Asie, qui se distingue de son cousin sud-américain par la couverture claire posée sur son dos, vient boire à son tour, avec toute la délicatesse qu'autorise sa trompe. Le tapir semble fait de briques et de broc, des pattes de rhinocéros, des sabots de bœuf, une silhouette de porc et une trompe d'éléphant tronqué. Mais c'est en réalité au rhinocéros qu'il est apparenté. La chaleur intense, il fait presque 40 degrés, transforme l'eau en moiteur et l'empêche de s'accumuler. Les conditions climatiques sont les meilleures pour ce qui moisit, fermente ou se transforme. C'est le temps des mutations. On croirait voir éclore des pierres. Timide comme le bourgeon, fragile comme le vermisseau, le serpent qui quitte sa coquille deviendra un jour cobra royal, un serpent venimeux, le plus grand du monde.
dont la morsure tue. Il mesurera plus de 5 mètres. Huit à 9 semaines auparavant, la mère des nouveau-nés a déposé ses œufs dans une cuvette de feuilles décomposées et les a recouverts d'un peu de terre et de mousse. Il n'en a pas fallu davantage pour que dans une atmosphère saturée d'humidité, la chaleur produite par la fermentation transforme le tout en couveuse. La mère est longtemps restée à proximité et ne s'est retirée que quelques jours avant l'éclosion, comme si elle avait redouté la tentation de dévorer ses propres enfants. L'un après l'autre, les jeunes serpents quitteront le nid et parviendront peut-être à s'enfoncer dans la forêt, si un danger venu du ciel ne les foudroie pas. 300 000 cigognes nichent à proximité. Pour les jeunes serpents, ce sont 300 000 tueurs. « 24 heures se sont écoulées depuis la naissance de Tcha et de Kumpa. Les tigres nouveau-nés dorment près de leur mère. Les rayons du soleil blessent-ils leur rétine à travers la paroi des paupières? Savent-ils déjà rêver? Est-ce la faim qui les perturbe? Sous le regard de Prajan, les deux bébés s'agitent dans l'inconscience du premier sommeil. Chacun des deux bébés ne pèse qu'1 kilo. Leurs yeux mettront 2 semaines à s'ouvrir. Ils dépendront du lait de leur mère pendant plus de 2 mois et ne seront indépendants qu'au terme de leur première année. Ignorant peut-être qu'il est supposé passer le plus clair de son temps à dormir et à téter, Tcha s'éveille et, guidé par son seul odorat, accomplit son premier tour de piste, comme s'il entendait combler au plus vite le retard qu'il a mis à naître. Le monde est là, sous son nez, riche de 1000 odeurs et promesses. Mais qu'il est dur d'explorer la planète quand l'âge se mesure encore en heures. Un circuit de 4 mètres suffit à épuiser l'aventurier qui s'écroulera bientôt sur l'épaule de son frère. « 300 000 cigognes blanches d'Asie se sont rassemblées près du territoire de Wan, l'éléphante. Elles sont arrivées en novembre. Quand viendra le temps des pluies, elles migreront vers les deltas du Gange et du Brahmaputra, à 1300 km de là. Mais pour l'instant, chacune d'elles s'affaire aux travaux d'entretien du nid. Sikao, un mâle, rassemble quelques branchages sous le regard d'un varan venu rôder là dans l'espoir de glaner un œuf ou un oisillon tombé du nid. Indifférent, Sikao complète sa moisson et ingurgite autant d'eau qu'on peut contenir son estomac. De retour au nid où l'attend sa femelle, Sikao commence à régurgiter par petits filets l'eau qu'il vient d'absorber. La chaleur est telle que les œufs, trop exposés au soleil, pourraient en souffrir.
Une longue douche permettra de les maintenir à une température offrant un meilleur confort thermique aux oisillons à naître. Le mâle et la femelle prennent soin des œufs en alternance et quand l'air fraîchira à la faveur de la nuit, ils couvront à tour de rôle. La société des éléphants repose sur un règlement intérieur strict. Les mâles en âge de se reproduire doivent quitter le troupeau. Tout serait simple si la chaleur ne produisait sur quelques individus, habituellement inoffensifs, l'effet d'un stimulant. La très jeune femelle qu'un adolescent aurait aimé soumettre est revenue vers sa mère. Il a suffi d'un grondement de Wan, la matriarche, pour que cesse le scandale. Mais pour celle-ci, ce n'est pas suffisant. Le coupable doit s'éloigner, qu'il le veuille ou non. À peine un premier contrevenant a-t-il été sanctionné, un second s'en prend à une éléphante du même âge que lui. Le dommage risque d'être plus grave car cette fois la tentative ne sera pas vouée à l'échec par la différence de génération entre les protagonistes. Wan ne peut accepter de voir ainsi bafouer son autorité. Un bref combat sera nécessaire pour mettre en garde le présomptueux et le chasser définitivement vers les marges du troupeau, où rôdent d'autres jeunes mâles célibataires. C'est une scène ordinaire telle qu'il s'en produit à chaque heure dans la forêt tropicale. Un cobra royal descend de son arbre. Il n'a pas mangé depuis 2 semaines. Le temps est venu pour lui de s'approvisionner. Quelque chose vient de froisser les herbes à proximité du chasseur, qui se met à l'affût. Venu le narguer sur son propre terrain, une couleuvre aquatique olive se faufile sur le tapis vert. Le cobra royal déploie le capuchon caractéristique qui marque sa colère ou son agressivité. Les adversaires se tiennent face à face.
Le premier qui se jettera sur l'autre prendra l'avantage. Le temps s'immobilise. Le cobra a mordu son adversaire et lui a injecté son venin, lequel contient une puissante neurotoxine, c'est-à-dire une substance paralysante. Cependant, quelques minutes s'écouleront avant que le poison remplisse son office. La couleuvre aquatique pourrait profiter de ce délai pour tenter de se libérer. Hélas, dans leur corps à corps, sa mâchoire inférieure s'est coincée sous les écailles du cobra. Et c'est ce dernier qui tirera parti des instants suivants pour assurer sa prise et rapprocher de sa gueule la gueule de celui qui, peut-être, deviendra sa proie. Aidée par l'attraction qu'exerce sur elle le cobra royal, la couleuvre aquatique olive se détache, in extremis. Engourdie par le venin de son adversaire, la couleuvre aquatique se recroqueville, tactique de protection qui consiste à se transformer en une boule de chair et de muscles sur lequel l'ennemi n'aura pas prise. Et le cobra, en effet, ne sait plus littéralement par quel bout prendre sa victime. Le cobra avale ses proies en commençant par la tête, généralement le meilleur moyen de les absorber dans le sens du poil ou des écailles, ce qui évite de s'écorcher le gosier. Mais comment trouver la tête quand elle ne se distingue plus du corps ? Peut-être vaut-il mieux tout recommencer. Le cobra prend de la hauteur et réexamine la situation. La couleuvre ne se montre guère vaillante, mais demeure trop emmêlée pour être consommée dans cet état. Le cobra se remet au travail. La couleuvre aquatique olive, dans un dernier spasme de vie, reprend conscience et décide de livrer un dernier combat. La couleuvre est parvenue à mordre son assaillant, mais c'est peine perdue. Le cobra royal, dont d'autres serpents constituent le mets favori, est immunisé contre le venin de ses victimes. Il reprend aussitôt l'avantage. Il tient enfin la gueule de sa victime dans la sienne. La tragédie se termine. Il ne restera plus qu'à en jouer l'épilogue. Un long, un interminable engloutissement. Un festin où aucune miette ne sera laissée sur la table.
Les pitons rocheux près de la rivière Tenasserim sont le territoire des macaques rhésus. Les macaques se sont affranchis du milieu arboricole. Ils arpentent le sol des plaines ou se tiennent comme rangés sur des étagères aux différents paliers d'un escarpement. Ils y jouissent d'une vue plongeante sur la vallée, d'où viendrait un éventuel danger. La plupart des jeunes de la colonie, nés juste avant septembre, atteignent l'âge où l'on découvre le plaisir de jouer avec des congénères, qu'on écrasera de sa supériorité si l'on a eu la chance de naître quelques semaines ou quelques jours avant eux. D'autres, capables de marcher depuis l'âge d'une semaine, resteront ancrés à leur mère pendant leurs premiers mois, même si l'inaction les démange. La journée commence comme il se doit, par un épouillage mutuel et général. Les règles sont strictes. L'inférieur épouille le supérieur, le jeune épouille le vieux, la femelle épouille le mâle. Les choses se font dans l'ordre, car c'est ainsi que chez les macaques, on évite l'anarchie. Les plus jeunes apprennent les règles de préséance dès qu'ils se détachent de la mamelle maternelle. Ils découvrent alors qu'à flanc de colline, comme sur les branches des arbres, la hiérarchie se devine aussi au niveau d'altitude où l'on a réussi à se hisser. Les secousses qu'infligent les macaques aux branches qu'elles fréquentent ne paraissent pas déranger quelques phalanges de chenilles Setosia. Leur appétit est si grand qu'elles pourraient dévorer la forêt. À peine écloses, elles se rassemblent conformément à leur mœurs grégaires sur les feuilles les plus proches qu'elles vont transformer en dentelles. Elles ne redoutent guère les raids d'oiseaux insectivores car elles sont couvertes d'épines branchues et toxiques propres à dégoûter les plus voraces. Les chenilles Setosia forment sur chaque feuille un front serré. Leur tête se résume presque à des pièces buccales spécialisées, de véritables machines à broyer la matière végétale. L'armée des chenilles insatiables ne suffira pas à tuer la forêt. Pourtant, les zones boisées se réduisent d'1,5% par an au Cambodge et en Birmanie, 2,5% en Thaïlande et même 3,5% aux Philippines. De toutes parts, la civilisation humaine dévoratrice, protéiforme et boulimique accomplit l'œuvre xylophage dont aucun insecte ne serait capable. Le morcellement des forêts empêche désormais le clan de Wan, la matriarche, de migrer ainsi que les hardes d'éléphants n'étaient jadis coutumières. La promiscuité s'accroît sur des territoires à la surface étriquée. Et les mâles pubères, normalement sujets à l'ostracisme, se sentent libérés de toute contrainte. L'un d'eux, en érection, entraîne une adolescente à l'écart du groupe. Il pourra en effet la soumettre plus facilement hors de la vue de Wan, la matriarche. Il n'est pas en période de muste, ce temps d'agressivité sexuelle intense chez les mâles, mais cela ne saurait tarder. Et déjà, il est prêt à saillir une femelle, fût-elle inexpérimentée.
Inexpérimentée, la femelle, faudrait-il dire la victime, l'est, assurément. Elle adopte une position inappropriée, jambes arrière fléchies, et cela laisse penser qu'elle ne s'est encore jamais reproduite. Le séducteur, qui ne s'acharne guère et digère sa frustration, ne s'est pas aperçu qu'un autre mâle rôdait derrière lui. Ce dernier, tous efforts préliminaires épargnés, entend abuser à son tour de la jeune femelle. Les glandes temporales du mâle sont légèrement gonflées, ce qui indique l'imminence du muste. La femelle se laisse faire, mais il lui faudra un jour apprendre d'un autre mâle au sens pédagogique plus poussé les véritables règles du jeu. Chaque jour qui passe accroît la taille des chenilles Setosia. Elles broient en permanence tiges et feuillages, comme s'il leur fallait se gaver le plus vite possible, comme si une mystérieuse urgence leur ouvrait un appétit inextinguible. Dans chaque cellule de leur corps est en effet gravée la consigne de toute éternité fixée à leur espèce. Dévorer, dévorer sans trêve, jusqu'à la métamorphose qui fera de vous des papillons. Les chenilles Setosia se nourrissent de toutes plantes placées à leur portée, mais elles apprécient particulièrement les 530 espèces végétales qui forment la famille des passiflores. Au fil des jours, leurs couleurs se sont avivées comme un rappel à d'éventuels prédateurs. Attention, cet objet n'est pas comestible. Quiconque passerait outre sentirait un véritable hérisson aux épines urticantes lui déchirer le gosier et se garderait bien ultérieurement de faire une seconde victime. Leur panoplie dissuasive ne rend pas pour autant les chenilles invulnérables. Leur corps, si mou, peut en effet servir à d'autres insectes, tenter d'y pondre leurs œufs. La chenille, toujours vivante, fera office d'incubateur et offrira une réserve de nourriture aux larves nouvellement écloses, qui la dévoreront de l'intérieur. Toute créature plus petite qu'elle, moustique ou inoffensive fourmi, indispose donc au plus haut point la chenille Setosia. Ce soir, comme chaque soir, plusieurs millions d'insectes périront en quelques heures. L'hécatombe sera perpétrée bien avant le lever du soleil. L'agression massive et spectaculaire partira d'ici, de ce roc, que l'érosion et les ruissellements ont creusé de cavernes. Pour l'instant, tout est calme. Seul, un habitant du rocher, on ne sait pourquoi égaré en plein jour, tente de rejoindre les siens. La lumière le blesse, le brûle et le déroute. Tout empêtré de poussière, il se presse vers sa patrie, la pénombre. La route est dure sur ce terrain escarpé où l'on risque de lâcher prise à chaque instant. « 5 centimètres à peine, quelques grammes de chair fragile et un si long calvaire à subir. L'infortuné est une chauve-souris à museau ridé, reconnaissable à sa queue qui dépasse de la membrane tendue entre les fémurs et à ses oreilles épaisses. La chauve-souris à museau ridé vit dans des grottes et cavernes où peuvent s'abriter des colonies de plusieurs millions d'individus.
Un interstice s'est présenté, une simple fente dans la paroi rocheuse. Pour le jeune égaré, c'était le salut. Le fugueur rejoint la nurserie qui regroupe l'ensemble des jeunes chauves-souris. Quand viendra le soir, tous les membres de la colonie s'envoleront vers leur terrain de chasse, sauf quelques adultes qui resteront là et feront office de baby-sitter. Et quand les mères reviendront au petit matin, chacune d'elles, par un processus mystérieux, reconnaîtra à coup sûr dans ce grouillement de chair rose son propre bébé et ne le confondra avec aucun autre. Les adultes s'éveillent. Au début, ils se contentent d'étirer un membre, de soulever une aile, de bâiller. Puis leur museau se tend vers l'entrée principale de la grotte, ouverte comme une fenêtre sur le flanc du roc. On croirait que quelque chose les appelle au dehors. Pourtant, nul ne bouge. Le mystérieux signal qui les fera partir, tous en même temps, n'est pas encore venu. Un deuxième dévoyé n'aura pas la chance du premier. Il est tombé, à l'intérieur même de la grotte, sur l'épais matelas de fiente qui en forme le sol. La peau rongée par l'acidité de ces tonnes d'excréments, il n'y survivra pas. Et c'est son corps épuisé, une fois n'est pas coutume, qui nourrira les insectes grouillants. Le moment est venu. Deux millions de chauves-souris se mettent en ordre de bataille. Bientôt, elles répondront à la convocation de la nuit et prendront leur envol. L'hécatombe des insectes pourra commencer. Ce soir, pour chasser de forêt en forêt, les chauves-souris survoleront des banlieues ou des usines. Mais il fut un temps où le long ruban noir qui ondoyait au ciel ne dansait qu'au-dessus des arbres, à perte de vue. Les plus vieux éléphants du Siam s'en souviennent encore. Dans leur mémoire, tant qu'ils seront en vie, continuera d'exister cette jungle perdue, où venait se noyer le vol des chauves-souris.